Alors, donc bonjour à tous. Merci d'être présents à cet atelier. Donc, pour vous expliquer un peu l'objectif de cet atelier, en fait, chaque année, le collectif Génération Responsable organise une remise des prix pour récompenser les différentes thématiques RSE des enseignes. Et donc voilà, et donc en fait, pendant cette sélection, avec les jurys, on a entendu pitcher beaucoup de beaux projets qui ensuite n'ont pas eu, lors de la remise des prix, en fait, on n'avait pas forcément le temps de rentrer dans le détail pour donc les gens qui étaient présents à la remise des prix. Et en fait, on s'est dit que c'était dommage avec le collectif et on s'est dit que ce serait quand même intéressant d'aller voir un peu plus en détail certains projets et de le partager aux autres enseignes parce que certains sont vraiment inspirants et méritent qu'on s'y attarde. Donc voilà, donc c'est le cas d'IKEA et Besson qui ont tous les deux travaillé sur des projets autour de l'économie circulaire et de la seconde vie. Voilà, et on s'est dit que que ça pouvait en inspirer certains sur sur ces sujets-là. Donc, je propose qu'on commence donc avec Florence Icard, qui est Sustainability Business Partner chez IKEA France et qui va vous présenter l'historique de la démarche de l'économie circulaire chez IKEA, les actions qui ont été mises en place, les résultats et les projections sur l'avenir. Voilà. Et si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez lever la main sur Zoom aussi. Je vous donnerai la parole ou bien écrire dans le chat. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc à vous, Florence. Merci. Le micro de Florence est coupé, on ne l'entend pas. Alors, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que c'est bizarre, je ne vois pas l'écran. Si, c'est bon. À date, on ne voit rien. Pas Alors, pourquoi il me dit... Ah, voilà, c'est bon. Vous partagez votre écran, arrêtez le partage. C'est très bizarre. D'accord. Et donc là, vous devez voir la présentation. Ouais. Vous pouvez cliquer sur masquer en bas là. OK. C'est parfait. Super. Voilà. Donc, désolée pour ces petits couacs de début, mais je suis plutôt habituée à Teams qu'à Zoom. Donc, il faut que j'arrive à m'habituer à une autre solution pour présenter. Donc, je suis ravie déjà. Merci beaucoup à Colline de nous avoir proposé de prendre part à cet atelier et à parler autour de notre démarche pour favoriser une économie circulaire et la seconde vie chez Meubles IKEA France. Donc, moi, je suis Florence Icard. Sustainability Business Partner, on aime bien chez IKEA les titres de poste un peu pompeux en anglais, mais en gros, mon rôle, c'est d'accompagner les différentes fonctions au sein du siège et dans les magasins autour de sujets liés à la circularité, à l'empreinte carbone et à la biodiversité. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de la circularité. Donc, si on remet un peu de contexte pour pouvoir... parce que ça peut sembler un peu aléatoire, vous allez me dire, mais pourquoi on parle d'IKEA, l'histoire d'IKEA, alors qu'on veut parler de circularité, mais c'est vraiment important, puisque c'est dans les racines d'IKEA qu'on retrouve cette notion de circularité et de préservation des ressources naturelles. Donc, IKEA est une société qui a été créée en Suède en 1943 par Ingvar Kamprad. Et d'ailleurs, son nom vient du nom de son fondateur, puisque l'acronyme IKEA est pour Ingvar Kamprad, donc IKEA, Eltarid, la ferme dans laquelle Ingvar a grandi, et Agunarid, donc le village dans lequel il a grandi. Il a commencé en vendant plein de choses, d'objets divers, et les meubles emballés dans les paquets plats a été créé en 1953 avec cette optique d'optimisation du transport. Donc déjà, il y avait une certaine idée de l'écologie puisque c'était dans un souci de rentabilité de l'espace dans les camions que les paquets plats ont été créés.
En France, on est arrivé sur le territoire métropolitain et dans le monde, on en a 392 avec une présence d'IKEA dans 32 pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du business, le développement durable chez IKEA. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pourquoi? Parce que c'est une société qui est née en Suède, donc dans une région rurale très pauvre, qui s'appelle le Småland, comme la zone où on accueille les enfants à l'entrée des magasins, qui est... Voilà, ça peut s'apparenter un peu au Cantal, ce sont des endroits assez pierreux, avec assez peu de ressources naturelles. Et dès le début, le fondateur a eu cette idée qu'il ne fallait pas gaspiller les ressources naturelles, puisque notre business en dépend et elles ne sont pas infinies. Et donc, il disait même que les déchets et le gaspillage de ressources était un péché chez IKEA. Donc, il utilisait vraiment le mot sin, donc péché, qui est un mot qui est très, très fort. Et pour lui, le développement durable a été dès le début pensé comme l'un des 5 piliers de la stratégie de l'entreprise, puisque c'était comme ça qu'il voyait qu'on allait perdurer et pouvoir continuer le business longtemps. Donc, quels sont nos piliers de la stratégie de développement durable chez IKEA? Il y en a 3. 3 qui répondent à 3 menaces que le groupe a identifiées. Le premier pilier, c'est une réponse à la surconsommation de ressources, justement, et c'est comment inciter le plus grand nombre à avoir un mode de vie plus durable à la maison. Le deuxième pilier, qui est lié au changement climatique, et ça, c'est le pilier dont je suis responsable, et donc, ça va être comment on décarbonise IKEA, comment on agit en faveur de la biodiversité, comment on transforme IKEA en une entreprise circulaire. Et le troisième pilier, qui est la réponse à l'accroissement des inégalités, qui a aussi un rôle pour notre business, puisque si jamais les gens s'appauvrissent, on sait très bien qu'ils auront d'autres préoccupations en tête que d'aller acheter des meubles et des éléments de décoration pour leur intérieur. Et donc, c'est vraiment hyper important de s'assurer que tout le monde ait un métier décent et un cadre de vie décent. Et donc, c'est tout ce qui va être inclusion, diversité, responsabilité sociétale. On a des objectifs à horizon 2030 qui sont assez ambitieux. IKEA, notamment, s'est engagé et donc à limiter la hausse des moyennes des températures à 1,5 degré et à agir vraiment fortement en ce sens d'ici à 2030. On n'a plus beaucoup de temps maintenant. Et parmi ces objectifs, il y a bien entendu le fait de réduire fortement nos émissions de CO2 et d'avoir un impact. Alors, ce qu'on traduit en anglais, que j'aime pas trop en français, climate positive, donc avoir un impact sur les émissions de CO2 en ce sens qu'on va chercher à réduire plus d'émissions de CO2 que ce qu'on en émet, en agissant notamment sur des puits carbone, puisque IKEA est propriétaire de forêts, et aussi d'être une entreprise circulaire d'ici 2030. Et donc forcément, ça passe par beaucoup de changements dans notre business et dans notre façon de voir la circularité. Sachant que là, aujourd'hui, je m'exprime en tant que collaboratrice de Meubles IKEA France, et qu'IKEA, c'est un peu un grand groupe, un peu tentaculaire. Mais si on devait le schématiser, il y a d'un côté IKEA of Sweden, qu'on appelle iOS. Alors ça, c'était une petite nouveauté quand j'ai rejoint IKEA il y a 6 ans. Pour moi, iOS, c'était plutôt Apple, mais non, iOS, pour nous, c'est IKEA of Sweden. Donc, c'est vraiment ceux qui sont dépositaires de la marque, de l'image, qui vont créer les produits, qui sont en Suède. Et nous, on fait partie du groupe Inca, qui est le groupe de retailers, et donc on est un ensemble de franchisés, en fait. Donc, je ne vais pas parler de l'éco-conception des produits, qui est quelque chose qui est pris en compte par iOS, puisque l'objectif, bien sûr, c'est qu'à l'ensemble d'ici 2030, tous nos produits soient éco-conçus, toute notre gamme, et elle est très large, puisqu'on a environ 10 000 produits. Alors, probablement qu'il faudra la réaménager, mais je vais parler donc de ce qui concerne le retail, et plus particulièrement le retail en France, et comment on intègre la circularité dans nos magasins en France.
Donc, c'est ce qu'on appelle chez Ikea la seconde vie. On n'est pas très innovant sur ce point-là parce que je pense qu'on est nombreux à appeler la seconde vie. Cette seconde vie, c'est quelque chose qui a été présent dans nos magasins de longue date, puisque dès le début de la création d'IKEA, donc dès 1981 pour la France, avec le premier magasin qui est maintenant Paris Nord, il y a eu cette zone un peu fourre-tout, pas très bien mise en avant du côté des caisses, un peu avant les caisses, qui s'appelait la Bonne Trouvaille auparavant. Et c'était au début exclusivement des produits d'exposition, puisque vous le savez, chez Ikea, on a ce qu'on appelle le showroom, où on a toutes ces ambiances, ces pièces de maison qui sont recréées pour inspirer nos clients et leur montrer vraiment les solutions pour mieux vivre à la maison. Et puis, les produits qui sont exposés dans ces ambiances-là vivent, sont manipulés, sont touchés, peuvent être abîmés. Et puis, les ambiances se renouvelaient tout simplement. Et donc, c'était dès le début des produits qu'on ne voulait pas jeter parce que même si la table de salon a une petite rayure, elle est encore en bon état et peut servir. Et donc, dès le début, on s'est dit que Ikea a voulu créer cette zone bonne trouvaille où les clients pouvaient trouver des articles d'exposition à prix réduit. Ça a été dès le début un bon succès, même si ce n'était pas toujours très visible. On a cherché à donner un second souffle à cette zone-là en 2014, où pour la première fois, on a proposé à nos membres de la carte de fidélité IKEA, qu'on appelle IKEA Family, de pouvoir nous revendre leurs meubles IKEA. Donc, pas d'autres marques, c'est que les meubles IKEA. Et donc, comment ça se passait? Ils appelaient le magasin le plus proche de chez eux. Ils se rendaient au SAV avec leurs meubles. Il y avait une estimation qui était faite et si jamais c'était si jamais tout le monde tombait d'accord, on reprenait le meuble et qui était revendu au même prix dans cet espace bonne trouvaille. Ce qui est important, c'est que vraiment l'idée dès le début, c'est d'éviter le gâchis de ressources et de produits. Là, l'idée en 2014, c'est d'éviter de voir des meubles Ikea qui se retrouvent abandonnés sur le trottoir ou dans des décharges sauvages. C'était quelque chose qui vraiment allait à l'encontre de nos valeurs de l'entreprise. Et donc, on n'a pas eu cette idée au début de se dire ça va être un levier pour le business, puisque les meubles que l'on reprend à nos clients, on les revend au centime près, au même prix dans l'espace bonne trouvaille. Donc, si jamais je viens avec ma table lac dont je ne veux plus, on me la reprend 20 €, elle sera revendue 20 € dans la zone au client. Et moi, je repars avec une carte cadeau. Si jamais je veux acheter un meuble d'occasion, je peux. Si jamais je veux acheter des produits alimentaires chez Ikea, je peux. Enfin, voilà, je suis libre d'acheter ce que je veux avec ma carte cadeau. En 2021, et le Covid aidant, on a développé l'offre en ligne parce qu'on s'est retrouvé tout simplement de manière très pragmatique avec des espaces bonne trouvaille qui débordaient. Puisque les magasins étaient fermés, on ne pouvait plus avoir de clients qui rentraient dans les magasins et on s'est dit, c'est quand même dommage, on a un petit souci de place, même si on a des grandes surfaces. Il faut quand même qu'on puisse continuer à pousser la seconde vie et donc on a mis en place la solution en ligne où les clients peuvent non seulement acheter en ligne certains produits, mais aussi faire une estimation en ligne. Ils n'ont plus à venir en magasin avec leurs meubles sans savoir par avance combien on va leur reprendre. Donc, c'est déjà une belle avancée. Et en 2022, on a relooké cet espace bonne trouvaille qui était vraiment pas commercial, pas beau, pas attirant, en espace seconde vie. Donc, on voit la différence avec cette nouvelle vignette et nouveau look. Et ça change vraiment beaucoup pour plein de raisons. Déjà, en interne, ça a été un vrai message fort qu'on a fait passer à nos collaborateurs. Et ça a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on avait pu anticiper. C'était vraiment montrer que les collaborateurs qui travaillent dans cette zone, parce qu'on a des métiers en fait qu'on appelle recovery,
et donc qui sont voilà, des vrais métiers employés à plein temps dans cette zone-là, dédiés à la seconde vie des meubles, ne sont pas des collaborateurs de seconde zone. Ils sont aussi importants que n'importe quel vendeur, et c'est important de valoriser leur travail. Ça montre aussi en interne notre engagement en tant qu'entreprise pour pousser la circularité et un mode de consommation plus responsable, arrêter de se dire qu'on va forcément vendre d'abord du neuf. Voilà, on aimerait que les gens se disent on va aller en magasin pour aussi acheter d'occasion, pas forcément pour acheter un produit neuf qui sera fabriqué probablement à partir de ressources vierges. Et donc, ça a été un super levier de communication en interne, de changement de mentalité aussi, parce que on a eu parfois quelques réticences à lever, parce que vous imaginez bien que refaire toute une zone comme ça a demandé des investissements financiers, et que voilà, il y a pu y avoir fort heureusement assez peu, mais quelques freins à se dire mais pourquoi on va changer? Ça fonctionne déjà bien comme ça. Et en fait, voilà, maintenant tout le monde est unanime, cette nouvelle zone fonctionne très bien et c'est un vrai plus, et personne ne regrette d'avoir implémenté l'espace seconde vie. Et aussi en externe, on voulait sortir de cette image un peu pas forcément bas de gamme, mais voilà, souk, pas propre. On voulait vraiment donner ces lettres de noblesse à la seconde vie des meubles, les mettre en avant et mettre en avant aussi tout ce qu'on peut faire pour la seconde vie chez Ikea. Avec, quand on rentre dans un espace seconde vie, les clients voient vers l'arrière, vers le back-office, le quotidien de nos collaborateurs recovery, comment ils réparent, comment comment ils donnent une seconde vie aux meubles, prolongent la vie des meubles Ikea. Et on a aussi un espace atelier qui permet de créer des ateliers avec nos clients sur customiser, réparer, réutiliser, réemployer, détourner, enfin toutes ces actions-là pour avoir un mode de consommation plus durable. Et donc aujourd'hui, sur nos 36 magasins, on en a 34 qui ont cet espace seconde vie. Alors pourquoi il y en a 2 qui manquent à l'appel? Ce sont 2 petits magasins de Paris intramuros qui manquent de place. Et dans le monde, à la fin de l'année fiscale 2022, parce que chez Ikea, on raisonne en année fiscale, donc notre année commence le 1er septembre et se termine le 31 août. On en était à 306 espaces seconde vie. Donc, c'est quelque chose qui prend davantage d'ampleur. Je vais lancer une petite vidéo. N'hésitez pas à hurler si jamais ça ne fonctionne pas. Et comme ça, vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Ça fonctionne. Super. Alors, moi, de mon côté, la vidéo est stoppée. Et pour nous aussi. Ah mince! Je pense que c'est une question de réseau. Voyons voir. Si jamais j'attends 2 minutes. Ça s'est stoppé pour tout le monde, là, c'est ça? Ouais, ça s'est figé sur les 3 employés en train de réemballer, pièces détachées, montage. Bon. Je vais retenter de lancer. Ouais. Sinon, je vais pouvoir vous expliquer. Ouais, on a le son, mais on n'a pas les images. D'accord. Je pense que c'est une question de réseau. C'est dommage. Alors, je vais me mettre là. Donc, on a en effet toutes ces activités-là dans nos espaces seconde vie. Le premier, c'est de réemballer à neuf les colis, puisque ça arrive que les colis tombent, soient endommagés. Et un colis endommagé, c'est un produit que les clients ne vont pas acheter. Donc, quand on trouve un paquet endommagé, on l'ouvre
on vérifie que le produit à l'intérieur ne soit pas abîmé. Et s'il n'est pas abîmé, on va réemballer à neuf et remplacer le produit dans la zone libre-service, ce qui va éviter de gâcher et de jeter tout simplement des produits à cause d'un réemballage, à cause d'un emballage abîmé. La deuxième action, c'est tout ce qui va être pièces détachées. Donc, parfois, il arrive que ce n'est pas que l'emballage qui est abîmé. Il y a eu une chute de colis et les pièces à l'intérieur sont abîmées. Donc, on va sélectionner les pièces qui sont encore utilisables et on va les mettre de côté dans notre base de données qu'on appelle Spartacus, qui est notre base de données de pièces détachées. Et ça va permettre d'un côté de pouvoir répondre à des demandes clients, puisque les clients peuvent nous demander des pièces détachées, venir au SAV et dire, bon, voilà, j'ai abîmé mon étagère, est-ce que je pourrais avoir une façade? Et on leur donne. Donc, non seulement ça permet de nourrir cette bibliothèque de pièces détachées, mais aussi, si jamais il y a un meuble au niveau exposition qui est abîmé, voilà, ça permet de pouvoir le réparer et soit de le remettre en exposition, de prolonger sa durée de vie en expo, ou alors de le revendre dans l'espace seconde vie. Et puis les pièces qui sont trop abîmées dans le colis et qu'on ne peut pas réutiliser en tant que pièces détachées vont être recyclées, puisqu'on trie plus de 90% de nos déchets chez Ikea. On a aussi une activité de montage, donc pareil, ça va être principalement pour des fins de série, ou si jamais il y a un meuble abîmé qu'on essaye de mettre en avant, de réparer. Donc avant que ça soit mis en vente dans l'espace seconde vie, on va monter les meubles. Et puis on a tout ce qui est activité de revente et d'achat pour nos clients. Où ils peuvent en ligne aussi bien revendre un meuble dont ils ne veulent plus, un meuble Ikea, ou un accessoire, en sélectionnant son état. Donc, comme on voit à l'image là, on voit une table qui va être prise 19 € si jamais elle est en bon état sans rayures, ou si jamais elle a des rayures, 11 € en état moyen. Donc, il fait son évaluation, le client, il reçoit un QR code, il choisit le magasin dans lequel il souhaite se rendre, la date, et il va au SAV, et c'est là qu'il va pouvoir valider, échanger, valider, parce que bien entendu, il faut qu'on ait nous aussi un regard sur le meuble pour vérifier que l'estimation réalisée par le client est réaliste et qu'on est bien d'accord, et il reçoit sa carte cadeau, et comme avant, le meuble est tout de suite remis, désinfecté et remis en vente à l'espace seconde vie. Et puis, il y a l'achat en ligne aussi. Alors, pour le moment, ça ne concerne que les produits encore emballés, parce que c'est beaucoup plus simple à maintenir. Il y a quelques éléments de décoration, mais voilà, on ouvre peu à peu la partie achat en ligne pour des raisons de logistique. Ce n'est pas encore sur des produits que les clients nous rapportent. Mais on peut réserver en ligne un meuble qui se retrouverait à l'espace seconde vie, ou un accessoire qui se trouverait à l'espace seconde vie. Un petit bilan suite à ces quelques années d'expérience sur la zone espace seconde vie. Donc, ça a un super impact pour l'environnement, puisque ça permet de préserver les ressources. C'est aussi super pour les petits budgets. Oui, oui. Oui, je ne sais pas si vous avez repris la présentation, parce que nous, on est toujours bloqués sur la vidéo. Oui, j'ai repris la présentation. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez le partage et repreniez le partage. Ouais. Alors, je vais refaire ça. Désolée pour... Alors, partager l'écran, c'est reparti. Hop. Partager. Et vous me dites quand c'est bon. Est-ce que vous voyez la présentation ou pas? Non, pas pour l'instant.
Donc, vous partagez votre écran, mais par contre, on est sur... Je vais essayer de voir si je peux couper ma vidéo. Parce que peut-être que c'est un souci de bande passante. Est-ce que ça vient ou ça vient pas? Ou est-ce que vous voulez prendre la main, Colline, sur Je vais peut-être prendre la main tout document? Il ne simplement. reste plus beaucoup de slides. Oui. Ça marche. Je vais faire un partage. Hop, partager. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là? Normalement, je suis dans les temps. Mais ça, alors, ça arrive. Oui, super. Là? Donc, tout ça. Non. Alors, après... Après encore? Non, avant. Là. Voilà, c'est celle-là. On est bon? Super. Merci beaucoup, Colline. On est bon. Donc, voilà. Donc, pour les petits budgets, c'est aussi hyper intéressant et on se rend compte que nos clients ont un réel engouement pour cette zone-là. Puisque ça leur permet d'accéder à des meubles de bonne qualité, à des tarifs encore plus abordables. Et en ces temps compliqués d'inflation, on voit qu'il y a une vraie appétence pour ces produits de seconde main. Et puis la sensibilisation du grand public aussi, avec les ateliers que l'on conduit régulièrement dans nos espaces seconde vie, et puis la valorisation de la seconde main. On veut vraiment sortir cette image qui pouvait être un petit peu négative de l'achat d'occasion. Et on peut passer à la slide après. Oui. Tac. Alors, quelques chiffres. Donc, on a vendu en seconde vie 42,6 millions de meubles en année fiscale 2022 dans le monde. Ça, ce n'est pas les chiffres France. Dont 32,5 dans les espaces seconde vie. Donc, c'est quelque chose qui voilà, fonctionne bien. Il y a 21 pays qui proposent la seconde vie en ligne, dont la France. Les chiffres pour notre année fiscale pour le moment sont bons, puisque entre septembre et février, on a récupéré, donc c'est les clients qui nous rapportent des produits, 35 768 produits. Et on est plutôt content de ces chiffres-là. La vente de seconde vie en ligne compte pour 4,3% des revenus de l'espace seconde vie, donc ça prend peu à peu de l'ampleur. Et en moyenne, la vente des espaces seconde vie, de la zone recovery, compte pour 1% du chiffre d'affaires des magasins. Il faut savoir que sur les 35 768 produits récupérés, il y en a 90% qui sont déjà vendus. Ça part bien. On n'a pas de problème. D'accord. Vous pouvez passer à la slide d'après. Alors, et demain, donc on a bien entendu encore plein de projets autour de la seconde vie. On veut bien entendu que la part de chiffre d'affaires de la seconde vie continue à grandir, qu'il y ait une meilleure visibilité au cours du parcours client. Pour le moment, c'est encore très timide. On a encore quelques difficultés à faire en sorte que les vendeurs de meubles et d'éléments de décoration neufs intègrent et perçoivent la seconde vie comme une opportunité plus que comme une menace. Et donc, peu à peu, on essaye de distiller des meubles d'occasion en amont de la zone de l'espace seconde vie qui se trouve juste avant les caisses. On veut aussi une plus forte présence en ligne. On aimerait bien pouvoir pousser le paiement en ligne, mais ça, c'est des échanges qui sont pris avec le groupe en Suède, donc ça prend du temps. On veut aussi qu'il y ait davantage d'articles qui puissent être repris. Aujourd'hui, on ne reprend pas tout. Par exemple, tout ce qui est puériculture, produits pour les enfants n'est pas repris pour des raisons de sécurité. On aimerait bien pouvoir le reprendre, même si ça nécessite plus de travail de vérification de la part des équipes recovery. On veut aussi qu'il y ait plus de références. Donc, on a commencé à ouvrir cet hiver avec certains produits de décoration en plus de meubles. Voilà, on veut que ça continue que la gamme s'étoffe de plus en plus.
Et puis, on a encore quelques questionnements, quelques voilà, difficultés, écueils à lever. On aimerait bien, parce que pour le moment, quand un client vend un produit de seconde main à Ikea, il doit l'amener monter en magasin. Et on ne fait pas de reprise de meubles de seconde vie chez le client. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais on n'arrive pas à trouver un modèle économique qui soit viable et qui permettent de faire ça. Donc, voilà, si jamais vous avez des idées, bien entendu, n'hésitez pas. Hein. Le modèle économique, pour le moment, l'idée de l'espace seconde vie, c'est d'éviter le gaspillage et d'éviter les coûts. Et donc, comment on pourrait davantage considérer la seconde vie comme un réel apporteur de chiffre d'affaires. Et puis, le sourcing, parce que, comme je l'ai dit, les clients sont de plus en plus intéressés par la seconde main, par la seconde vie. Il y a un fort turnover des produits dans l'espace seconde vie et il va falloir trouver des solutions à un moment donné pour que on ne se retrouve pas avec des espaces un petit peu vides. Voilà pour ma présentation. Et si je ne me suis pas trompée, j'en suis à 28 minutes pour une demi-heure. Donc, normalement, j'ai à peu près respecté. Merci pour votre attention. C'est parfait. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions pour Florence ou des remarques ou des suggestions par rapport à ces questionnements, justement? Oui. Moi, oui, je veux bien. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez déjà mis en place et ce qui est réalisé déjà dans les magasins. Et ça m'intéresse de savoir comment vous faites en fait pour développer cette stratégie. Est-ce que c'est par des groupes de travail? Est-ce que c'est que en interne ou est-ce que ça peut être potentiellement ouvert avec d'autres, sur le modèle d'un groupe de travail avec d'autres entreprises aussi qui ont le même sujet en fait, parce qu'il y a Ikea, mais il y a effectivement plein d'entreprises qui rencontrent les mêmes problématiques pour le seconde main. Donc, je trouve ça intéressant de brainstormer. J'étais curieuse de savoir comment vous procédiez. Oui. Alors, en fait, pour le moment, c'était plutôt des groupes de travail internes entre la Suède et certains pays. La France a été très rapidement moteur et on teste, voilà, on est pays pilote sur pas mal de solutions. Mais nous, en France, on aimerait bien justement pouvoir échanger avec d'autres enseignes et faire des groupes de travail avec d'autres retailers qui rencontreraient les mêmes problématiques. On a commencé des échanges avec Decathlon et on est hyper content parce que c'est motivant aussi. On se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes problèmes et c'est inspirant et ça donne de l'énergie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait pousser davantage. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé à faire très timidement avec Decathlon uniquement, mais quelque chose qu'on aimerait pousser en effet. D'accord. Moi, j'avais une question, Sephora, Valérie. Vos magasins sont franchisés, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a quelques rares magasins que l'on appelle VAPS, où c'est une franchise un peu allégée, Ouais. mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que même si jamais ils sont dans ce mode de franchise un peu allégé, ils doivent respecter le concept IKEA et l'espace seconde vie fait partie du concept IKEA. Donc, s'ils veulent avoir le logo IKEA, commercialiser des produits IKEA, il faut qu'ils respectent quand même la structure du magasin. Ils ne peuvent pas tout changer et il faut qu'ils proposent le même niveau de service à nos clients et d'où la seconde vie. Et si je peux intervenir là-dessus, bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis directrice du développement durable chez IKEA. Florence est dans mon équipe. Je pense que sur la partie franchisée, la question, c'est peut-être sur la présentation de démarrage, où Florence expliquait l'organisation IKEA en général, où nous avons effectivement le franchiseur inter-IKEA, qui donc gère la franchise, qui change le concept si nécessaire, qui développe les communications, les formations, l'assortiment, la range, qui gère les fournisseurs. Et donc après, finalement, chaque magasin est franchisé, puisque le plus grand franchiseur s'appelle Inca. Donc nous, la France, nous faisons partie du franchiseur Inca, qui a plus de 300 magasins, 34 marchés, si je ne me trompe pas. Il y a d'autres franchiseurs. Donc en Amérique latine, c'est Falabella. Au Mexique, c'est Icano. Voilà, donc ça se répartit comme ça.
Et effectivement, il y a ce principe de franchise dans la franchise, comme l'expliquait Florence, de, 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 de ces magasins qui ont une possibilité supplémentaire de développer le commerce. Non, moi, j'étais plus sur la franchise et le fait que quand vous faites des changements, par exemple, sur la seconde main, comment vous arrivez à obliger, entre guillemets, vos franchisés à adhérer? Parce que finalement, le système de franchise de IKEA n'est pas comme un système de franchise qu'on retrouve plutôt dans le retail français. Ouais, Le concept appartient à IKEA. Donc, à partir du d'accord. moment où les choses sont développées par IKEA Global, c'est obligatoire pour les pays et pour les magasins de développer le concept tel qu'il a été donné. D'accord, ok, très clair, merci. Il y avait une question dans le chat de Pauline Stewart de la CCI Maine-et-Loire qui demandait du coup si le coût de reprise des meubles était toujours égal au coût de vente aux nouveaux clients, comme vous le disiez au début, voilà, ou est-ce que ça a changé depuis? Oui, non, c'est toujours la même chose. On revend toujours au prix de reprise. D'accord. Donc pas de marge pour l'instant sur la Pas de reprise. marge. Ça reste, on garde toujours cette idée de double service rendu et pour les ressources naturelles et pour les clients. Ok. Voilà. D'autres questions peut-être? Excuse-moi, du coup, Pauline, si j'ai droit à une deuxième, est-ce que par ailleurs, le fait qu'il y ait une équipe dédiée du coup à cet espace-là vous a même fait embaucher? Enfin, est-ce qu'on peut dire que de développer l'activité seconde main est aussi source d'emploi? Alors, pour le moment, c'est source d'emploi, mais depuis longtemps, puisqu'il n'y a pas de nouveaux métiers qui sont arrivés chez IKEA depuis 2021-22. Enfin, pour le moment, les équipes voilà, restent les mêmes. Je n'ai pas eu connaissance d'emplois créés depuis ces 2 dernières années. C'est plutôt la mise en valeur des métiers qui existaient déjà avant et des actions qu'on faisait avant. Mais ce sont des emplois, des vrais emplois chez IKEA avec des vrais postes, enfin des fiches de poste. Voilà, c'est spécifique. Donc, il y a des vraies équipes derrière. Ce n'est pas quelqu'un qui va être à mi-temps à recovery et à mi-temps en vente de produits neufs, quoi. Oui, donc ils sont vraiment dédiés Alors, on a… Oui, c'est ça. Ils sont vraiment dédiés à tout ce qui va être seconde vie, donc aux 4 actions qu'on a vues, réemballer, la gestion des pièces détachées, réparer, monter les meubles et puis les vendre. Ok. Il y a une question de Muriel Goduf de la Grande Récré qui demande si vous avez un catalogue de pièces détachées et comment est-ce qu'il est alimenté. Oui, c'est Spartacus. Et donc, il est alimenté, soit le magasin va commander des pièces détachées auprès du groupe, du Global, et aussi par toutes les casses qu'il pourrait y avoir. Et donc, on récupère dans ces casses-là toutes les parties, comme ce sont des meubles en kit, ça aide pas mal, qui peuvent être réutilisées. Et donc, comme ça, on ne met à la benne que l'élément qui est vraiment cassé. Le reste, on récupère. Ok. Et c'est un catalogue qui est disponible juste pour l'interne, en fait, vraiment, ou également Oui, c'est strictement interne. D'accord. Ok. Excusez-moi, j'aurais peut-être une toute dernière question sur encore Pauline. Est-ce que j'ai bien entendu que ça marche tellement bien que vous avez peur qu'il soit vide un jour cet espace, c'est super. Mais est-ce que pour autant il y a certains meubles qui ne partent pas du tout, et auquel cas qu'est-ce qu'ils adviennent? Est-ce que vous avez des partenariats avec des assos, j'imagine, qui les récupèrent?
C'est hyper rare. Les meubles qui ne partent pas du tout, c'est qui sont en trop mauvais état et donc on ne les met pas en vente. Auquel cas, ils vont dans la benne écomobilier, hein, parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment Oui. invendables. Les partenariats avec les assos, pour vous dire, oui, on en a. Hein. C'est quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et notamment pour tout ce qui va être, comme je l'ai dit, il y a des produits qu'on ne peut pas vendre pour le moment, revendre pour le moment pour des raisons de sécurité. Et donc, tout ce qui va être meubles, mobilier pour les enfants, puériculture et tout ça, bah, ça part dans les associations. Ça ne passe pas du tout par l'espace seconde vie puisqu'on ne peut pas les revendre. Et voilà, on ne jette pas. Vraiment, on a cette idée et les magasins sont objectivés là-dessus, de réduire au maximum nos déchets et de trier au maximum. Okay. Merci. Je vais rebondir là-dessus avec la question de Christophe de Frugal, qui demande justement comment cette initiative est valorisée, émissions évitées, réduction d'impact, rapport extra-financier. Vous pouvez intégrer tout ça? Alors, pas sur les émissions évitées. Bien entendu, les équipes ont des objectifs. Alors, ce n'est pas du tout objectivé par rapport au salaire. Hein, chez Ikea, on ne fonctionne pas comme ça. Mais ils ont des objectifs de réduction des pertes. Ils ont des objectifs de réduction des déchets. Ils ont des objectifs de tri. Donc, voilà. Bien entendu, il y a des objectifs qui sont créés. Comment ça a été valorisé, la refonte de l'espace seconde vie, ça a été vraiment une surprise pour nous parce que ce n'était pas quelque chose qu'on avait anticipé, a vraiment mis en valeur nos engagements en tant que marque en interne et les équipes en interne. Les collaborateurs Recovery se sont sentis vraiment valorisés par cette refonte, d'avoir une belle zone lumineuse dans laquelle travailler. Et ça a joué, à mon avis, encore plus fortement que des rapports extra-financiers. Ok, très bien. Moi, j'ai une dernière question de Alex Pena des Mousquetaires qui demande si, en fait, quand on donne un produit, quand un client ramène un produit, est-ce que, il reçoit seulement un bon d'achat ou est-ce qu'il y a d'autres options? J'imagine que c'est ça la question. Non, c'est juste la carte cadeau. Ouais. D'accord. Et Amel demande si les collaborateurs reçoivent des bonus quand ils atteignent les objectifs fixés. Non, on n'est pas objectivé comme d'autres retailers chez Ikea. On a des objectifs nationaux. Voilà, on va plutôt récompenser l'effort global que la performance individuelle. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok, bon, très bien. On va pouvoir passer à Cécile. Merci beaucoup. Merci Florence pour cette présentation, c'était très intéressant. Merci. Alors, du coup, donc maintenant, on va continuer avec donc, Cécile Perron, qui est responsable RH et RSE chez Besson Chaussures, qui va vous présenter l'enseigne et ses actions autour de l'éco-conception et de la seconde vie, et surtout leur action phare autour de la collecte des chaussures. Donc voilà, à vous Cécile. Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous voyez mon écran? Oui, pas en plein écran, mais on le voit. Il n'est pas en plein écran, donc je n'ai pas dû la mettre encore en mode. Hop. Hop. Est-ce que là c'est bien? Oui, c'est bien. Parfait. Donc, je me présente, je suis Cécile Perron, donc je suis responsable RH chez Besson Chaussures et donc je ne suis pas responsable RSE, mais je coordonne la RSE chez Besson. On a fait le choix chez Besson de ne pas avoir de directeur ou responsable RSE, mais plutôt que chaque service porte son projet RSE. C'est-à-dire que les achats pilotent et gèrent leur RSE au sein de leur service. Et là, je vais vous présenter 3 sujets. Il y en a un qui est porté par les achats, un qui est porté par le commerce et un qui est porté par le marketing. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter, parce qu'on est un peu moins connu qu'IKEA, donc je vais vous présenter un petit peu Besson Chaussures. Hop.
Donc, Besson Chaussures, c'est le premier chausseur multimarque en France. Aujourd'hui, on compte 177 magasins en France et 3 en Espagne, sachant que le quatrième magasin en Espagne va bientôt ouvrir. On vend 9 millions de paires et on a 20 millions de visiteurs par an. On a globalement un peu plus de 3000 références par saison. C'est un peu notre image et notre système de fonctionnement. Et on a la particularité, donc on a un chausseur multimarque et on a certaines marques en exclusivité dans nos magasins. Si on revient un petit peu sur l'histoire, donc à l'origine, c'est 2 frères qui ont créé Besson Chaussures. Ils faisaient à l'origine les marchés et ils ont commencé à ouvrir un entrepôt. En 97, il y a 50 magasins. Et ils décident d'arrêter leur activité et de 98 à 2018, on a appartenu au groupe Vivarté. En 2008, Besson Chaussures compte 100 magasins. En 2018, donc, le groupe Vivarté nous vend et on est racheté à 51% par des financiers. Et on appartient à 49% à la holding de Philippe Genesté, qui est le patron de Jiffy. Et depuis 2018, on a notre site e-commerce. En 2022, on fête nos 40 ans et on a 173 magasins à l'époque et 3 magasins en Espagne. Donc ça, c'est l'histoire de manière 40 ans assez raccourcie. Si on revient un petit peu juste sur l'offre, Besson Chaussures, donc on s'appuie sur 300 fournisseurs qui sont aux 4 coins de la planète, qui sont sélectionnés aussi bien pour leur savoir-faire que leur respect des normes sociales et environnementales. Notre cœur de métier, c'est le cuir. 50% de notre offre provient d'Europe et donc on travaille beaucoup avec l'Espagne et le Portugal et ces produits-là, l'Espagne et le Portugal travaillent avec des produits. La qualité du chausson, donc fait partie des qualités qu'on va retrouver dans nos produits. J'en parle parce que vous avez parlé tout à l'heure de la franchise et on ne peut pas parler de Besson Chaussures sans parler chez nous de la gérance mandat. Donc la particularité de Besson Chaussures ne gère pas directement ses magasins. C'est pas de la franchise, c'est pas de l'affiliation, c'est de la gérance mandat. Donc c'est un modèle qui est défini par le Code du commerce. Donc ce sont des indépendants qui constituent leur société et qui ont un contrat commercial avec Besson Chaussures. Moi, comme je dis toujours, un gérant mandataire, c'est un prestataire de service qui a pour but d'animer le point de vente. L'avantage de ce système-là, c'est que nos indépendants sont commissionnés au chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait que ils ont cette motivation naturelle à aller chercher du chiffre d'affaires et ils doivent, contrairement à Ikea, où on doit certainement avoir plein de process contraints, chez Besson, on a le respect quand même de l'enseigne et des grandes lignes, mais on n'a pas de plan de merch, chaque commerçant s'adapte à sa zone de chalandise. C'est-à-dire que je dis toujours, le magasin de Lens n'est pas implanté comme le magasin de Perpignan. Le magasin de Perpignan a des nu-pieds jusqu'à mi-octobre. Ce n'est pas le cas du tout du magasin de Lens. Et c'est un peu ce système-là qui fait notre force aujourd'hui. Donc, si on en vient un petit peu au développement durable, donc en 2016, on appartient au groupe Vivarté encore. Et le groupe Vivarté se retrouve dans la contrainte de se lancer dans la RSE puisqu'on doit faire des audits sociaux. Et donc, en 2016, Besson s'engage dans la RSE via les audits sociaux que l'on a pu faire, qu'on doit faire légalement de nos usines. Et entre 2016 et aujourd'hui, on a fait plein de belles actions. Et ce petit lancement allons faire des audits sociaux a déclenché chez nous tout un rythme de définition de notre raison d'être. On doit être déjà notre 3e plan d'action.
On a mis en place plein de choses aujourd'hui et qui vient de faire notre premier bilan carbone, qui aujourd'hui font que Besson Chaussures est réellement engagé dans la RSE aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter 3 sujets. Donc, on a présenté en fin d'année 5 dossiers sur des thématiques différentes, et les 3 dossiers que je vais vous présenter ont eu le coup de cœur du jury. Donc, c'était pour ces 3-là. Donc, Colline m'a sollicité pour vous présenter ces 3 sujets, et donc je vais vous présenter ces 3 sujets. Donc, l'éco-conception, chez nous, c'est un sujet qui est donc travaillé par le service achat. Et donc Besson Chaussures a décidé de travailler sur son produit pour avoir un produit plus responsable, plus solidaire et plus durable. Donc, on a fait le choix donc de travailler avec nos usines on a travaillé donc sur l'éco-conception, on a travaillé sur nos usines en Espagne, et on a fait un produit chinois pour voir quel était l'impact. Et donc, tout ce travail fait sur les achats est fait avec des fournisseurs historiques avec qui on travaille depuis 40 ans, qui sont en Espagne et au Portugal. Aujourd'hui, donc, l'ensemble de ces usines sont auditées et on est le garant, et nos fournisseurs sont les garants que les usines respectent bien les conditions de travail, les conditions de sécurité, afin que nous, on soit aussi serein sur, on met un produit qui respecte le travail au quotidien des collaborateurs qui travaillent et qui produisent nos produits. Aujourd'hui, donc, on a 300 fournisseurs, plus de 400 usines, et on a réalisé 200 audits, et sachant qu'on aura réalisé d'ici 2 ans l'intégralité des audits des usines. Donc, on fait partie d'ICS. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est avec eux qu'on fonctionne sur les audits. Donc, c'est une base, c'est une association qui contrôle une base et sur laquelle on partage les audits avec d'autres enseignes. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller auditer une usine qui a déjà été auditée par San Marina, Mini, parce qu'on pouvait partager ces bases-là à l'époque. Ça ne sert à rien d'aller partager. Donc, ils ont déjà été audités, donc on partage nos audits, et ça évite un coût et aussi des contraintes pour les usines. Donc, aujourd'hui, nous pouvons assurer de la sécurité, la bonne condition de travail des travailleurs dans nos usines et le respect des paiements des salaires. Ce qui est important pour nous, fait partie des choses importantes. L'éco-conception, donc, c'est aussi bien le respect du salarié qui fabrique le produit, que le travail complet qu'on a pu faire en 2020 sur l'analyse du cycle de vie de 5 produits. Donc, on a analysé ces 5 produits, aussi bien sur la matière première, leur provenance, l'impact qu'ils peuvent avoir comme sur l'environnement, s'il vient de Chine, que s'il vient plutôt d'Espagne, d'où provient notre matière première, comment elle a été travaillée. Donc, toute cette partie-là a été analysée en 2020. Donc, on n'avait pas la compétence de le faire, donc c'est la société Maobi qui nous a accompagnés, et depuis le début de tout notre engagement dans la RSE, on travaille avec l'ADEME. Donc, ces 5 produits ont été analysés en 2020, et depuis le printemps 2021, ils sont proposés en magasin sous la marque Alternative, qui du coup fait que ces produits sont éco-conçus. Donc, ces produits, sur la page suivante, vous verrez l'impact réel par produit. Donc, quand on a analysé ces produits, on peut gagner entre 25 et 67% d'impact environnemental. Donc, dans la partie sur nos chaussures, ce qu'on a mis, on a fait un gros travail sur nos matières premières.
Donc, sachant que nous, on travaille pour l'essentiel sur du produit cuir. Donc, nous, on s'est engagé et on a fait engager nos fournisseurs de manière à ce qu'ils travaillent avec du cuir certifié LWG. Donc, cette certification nous permet de nous garantir qu'on a une diminution de consommation d'eau et qu'il n'y a pas de substances dangereuses dans la tannerie de nos cuirs. Aujourd'hui, dans nos produits alternatifs, donc on va retrouver de la colle à l'eau. On a supprimé certains éléments qui ont un impact environnemental assez surprenant. Et donc, on a tenu compte sur ces produits-là de bien respecter, d'avoir un vrai impact sur l'environnement. Donc, si on regarde, notre mocassin a diminué donc, de 25% de son impact en moyenne. La pantoufle, 38%. Le nu-pied femme, lui, la sandale femme, effectivement, elle a un impact qui a été limité à 67%. Et la chaussure toile, donc ça, c'était un produit chinois. On l'a réduit l'impact de 45%. Donc là, j'ai repris un petit peu comment on a travaillé sur le cycle de vie. Donc ça, c'est les étapes qui ont été faites sur l'analyse. Donc, on a travaillé donc, sur les matériaux. Donc, ce que je vous expliquais, arriver à définir que telle matière a un impact beaucoup plus négatif sur l'environnement qu'un autre. Les approvisionnements, donc ça après, ça peut être le transport des matières, ça va avoir un bout de matière qui vient d'un pays qui est assemblé à un autre, donc toute cette partie-là arrive à en tenir compte. L'assemblage, donc l'assemblage des chaussures, c'est la consommation électrique. La distribution sur les points de vente, parce qu'une fois qu'on a fabriqué notre produit, il est distribué. Donc, arriver à étudier à ce que l'impact de distribution soit le moins pénalisant possible. Aujourd'hui, sur notre site, on a mis en avant vraiment une notion pour faire durer le produit, il faut l'entretenir. Donc, on a mis en avant cette notion de entretenez vos chaussures, il faut les cirer, on a mis en avant nos produits là-dessus. Et un sujet chez nous qui reste et qui restera parce que c'est la fin de vie des chaussures. Donc, autant l'emballage de carton, on sait faire, c'est du recyclage d'emballage carton. Autant le produit en lui-même, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par une association où ERAM et Decathlon, et on s'est associé à eux, on est en train de travailler pour voir c'est quoi demain, comment on peut faire pour que nos produits soient recyclables. C'est pour moi un sujet, mais on sait qu'aujourd'hui, nos produits ils sont soit enfouis, soit incinérés. Et donc ça, cet impact-là, aujourd'hui, même si on a un travail sur ce sujet-là, ça reste un sujet majeur. Et pour le moment, on n'a pas de solution. Donc, on est soucieux de notre environnement. Donc, aujourd'hui, nos boîtes de chaussures sont certifiées FSC Mix. Donc, ce sont des boîtes qui sont fabriquées avec du bois issu de forêts gérées durablement. Et donc, nous, on a tout un système de presse à balles chez nous pour récupérer un maximum de carton de notre suremballage, plus ponctuellement des clients qui nous laisseraient les chaussures, de manière à ce que tout le carton qui est présent au magasin est recyclé. Donc ça, c'était pour la partie ACV. Éco-conception. Alors, on n'est pas original non plus, on est comme Ikea, on l'a appelé seconde vie, mais je crois qu'on en est tous là. Au printemps l'année dernière, on a décidé de se lancer dans la seconde vie, c'est-à-dire reprendre des chaussures de nos clients et de les remettre en vente dans les rayons. Donc, les objectifs de ce rayon-là, donc vous voyez, il n'est pas très très rempli, hein, c'est vraiment, c'est plus un service qu'on rend aux clients. On s'est rendu compte en fait que beaucoup de gens avaient des chaussures pas ou peu utilisées dans leur
dressing. Et on est sur une population, donc notre cliente, elle n'est pas sur Vinted. Elle n'est pas, c'est pas notre cliente, c'est pas une. Elle est plutôt, elle a plutôt 55 ans et elle n'est pas sur Vinted. Donc ses produits, ils sont pas sur Vinted, ils sont dans son dressing. Donc on a lancé cette campagne l'année dernière qui fonctionne. Ça, je vous ferai un petit bilan à la fin. Le but, c'était vraiment d'aller rechercher des produits qui étaient donc des produits Besson, neufs ou quasiment neufs, en seconde main, qui étaient stockés dans le dressing des clients. Et ça répondait à une manière de ressortir et de relancer ces produits-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo, mais on voit bien, on se rend compte que c'est des produits qui ont été pas ou peu portés et qui sont mieux à la revente que plutôt à rester dans un dressing, attendre peut-être d'être porté un jour. Donc notre démarche, c'est mon dressing a besoin d'être allégé. Donc je sélectionne la paire de chaussures Besson en très bon état pour la déposer. Le prix de vente est fixé par l'équipe de vente. Donc on se présente en magasin, on présente son produit et effectivement, nous on a une définition en fonction de l'état du produit. Et donc, on reprend par rapport à ça. Donc, on est sur un produit encore plus fort que du mobilier. Nous, on est obligé de nettoyer et en termes d'hygiène, de nettoyer l'intérieur pour que le produit puisse être porté sans difficulté. Donc, elles sont chouchoutées, bichonnées et elles sont remises elles sont remises comme neuves dans l'espace seconde vie. Et du coup, la cliente a un avoir de la valeur de la paire déposée. Donc, on est comme chez Ikea, on est sur un bon d'achat ou sur un avoir, on n'est pas sur je repars avec de l'argent d'avant. Les actions organisées, donc on a fait un test l'année dernière au printemps et aujourd'hui, on a ouvert à 38 magasins. Les freins rencontrés, les produits doivent être neufs ou quasiment neufs. Et on essaie de respecter aussi une notion de saisonnalité. On récupère des chaussures été en été, des chaussures hiver en hiver, puisque ça correspond aussi à notre période de vente. Et le facteur clé, donc l'implication des équipes de vente. Une conseillère une clientèle sensible à ce type de consommation et la simplicité du process. Aujourd'hui, je vous ai refait un petit bilan après, je repartirai bien. Donc, la contribution à la performance de l'entreprise, c'est générer du passage en magasin, offrir un service complémentaire. C'est un vrai service qu'on rend à notre cliente aujourd'hui. Le bénéfice social, c'est le produit a une seconde vie, c'est-à-dire que le produit, il est revendu et il va être utilisé par une nouvelle cliente. Et donc, les facteurs clés du succès, donc aujourd'hui, en février l'année dernière, on avait un seul magasin. Depuis le mois de septembre, on a 38 magasins. Aujourd'hui, on a racheté 2343 paires et on en a vendu 1663. Et si pour ceux qui se posent la question, mais quand vous ne les vendez pas, vous en faites quoi? C'est le troisième sujet que je vais présenter où je vous expliquerai qu'ils sont faits des produits invendus. Donc, la collecte des chaussures. Donc, typiquement, quand on a racheté un produit et qu'on ne l'a pas vendu, il vient dans notre collecte de chaussures. Depuis 5 ans, aujourd'hui, depuis 5 ans, Besson Chaussures s'est engagé avec Commerceau et Le Relais pour pour collecter des chaussures qui sont réutilisables. Donc là, typiquement, on ne reprend pas que des chaussures Besson, contrairement à la seconde vie. On est vraiment sur le client ramène des chaussures que quelqu'un d'autre va pouvoir porter après. Donc la démarche, elle s'inscrit dans une démarche globale et pérenne de consommation plus responsable et raisonnable. Les clients viennent déposer en magasin leurs chaussures dans une urne. Donc on a une urne à l'entrée du magasin.
Donc, on fait quand même des contrôles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, vis-à-vis du relais et de commerciaux, on ne peut pas se permettre de récupérer quelque chose qui est plus bon à jeter plutôt que quelque chose qui va vraiment avoir une seconde vie. Et donc, le relais récupère donc, les sacs qu'on a générés et qu'on a collectés. 100% des chaussures récoltées sont utilisées. Donc, 5% partent en friperie solidaire. 20% servent de combustible solide de récupération. 75% sont envoyés à l'international. Donc, on se retrouve avec des chaussures qui sont recyclées et qui sont 75% réutilisées. Donc, aujourd'hui, on a fait 7 collectes depuis 5 ans. En moyenne, on a collecté 90 000 chaussures. Le frein qu'on rencontre, c'est vraiment la logistique. C'est-à-dire que chaque point de vente collecte les chaussures, mais ça veut dire que derrière, il faut mettre un système de récolte, de collecte qui va pas avoir un impact non plus environnemental lourd et pesant. Donc, on essaie de travailler avec des associations locales. Et les facteurs de succès, c'est on a une réelle adhésion de nos clients. C'est-à-dire que c'est devenu un rendez-vous au semestre et tous les semestres, les gens savent qu'on va faire une collecte et reviennent avec des produits. Alors, la contribution à la performance de l'entreprise, fidéliser le client. C'est pareil, c'est un produit qui n'est plus dans le dressing à rien faire. Il a vraiment une seconde vie lui aussi. Et donc, les bénéfices sociaux, la chaussure en Moneta sont donnés à des personnes avec des faibles ressources et ces chaussures sont toutes réutilisées. Donc, le produit a réellement une seconde vie. Je vous ai mis les chiffres de nos collectes. Donc, on a lancé la première collecte en avril 2019. Et donc, on avait fait 85 000. En septembre 2019, on a collecté 96 000 paires. En avril 2020, donc les chiffres sont d'avril, mais la collecte s'était faite avant le confinement. Donc, on avait 105 000 paires. Donc, octobre 2020, on a un impact, je pense, Covid, où on n'a plus que 15 000 paires. Et on est en train de reprendre notre rythme de croisière. Et donc, je n'ai pas les chiffres, mais on vient de finir notre dernière collecte qui était du 8 au 28 mars. Et là, par contre, je n'ai pas les chiffres à ce jour parce qu'il faut le temps que commerciaux et le relais récupèrent les chaussures. Ils nous décomptent et nous donnent les résultats de leur collecte. Voilà, pour moi, j'ai fini. Je ne sais pas si j'étais dans le timing. Si, c'est parfait. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Alors, j'ai donc Valérie Couderas de Sephora qui dit pas de vérification avec les clients des chaussures données. Pourquoi ne pas faire une vérification pour vous assurer que 100% des chaussures collectées puissent être vendues? Je pense qu'on parle de la 3e initiative avec la récupération. Oui, tout à fait. Quand Ouais. je vois qu'il y a une bonne partie qui part dans les pays Oui. pauvres. Alors, c'est le système de fonctionnement de commerciaux où effectivement l'impact dans la collecte, leur système de fonctionnement fait que il y a 5% qui effectivement restent en France sur de la friperie et l'essentiel part effectivement à l'international. Oui, donc en fait, ouais. Oui. Donc en fait, vous faites le même travail que les bennes, je dirais, les points où les gens mettent un peu. C'est ça. C'est en fait les points de collecte relais. Le principe de travailler avec eux, c'est ça. J'avais le même cas auparavant dans mon ancien travail. On faisait la récupération des cartables. Et effectivement, il n'y avait qu'une petite partie qui restait en France. Oui. Après, donc on est basé à Clermont-Ferrand et j'essaye de travailler avec des associations locales. Et typiquement, sur les années antérieures, tous nos échantillons, parce que donc on reçoit des échantillons de fournisseurs, tous nos échantillons de fournisseurs qu'on ne peut pas revendre, jusqu'à présent, on les mettait dans les collectes commerciaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la cravate solidaire
et avec le secours populaire afin qu'en local, ils puissent récupérer ces pertes. Voilà. Mais effectivement, il y a un travail où 75% part à l'étranger. Très clair. Alors, il y a une question de Christophe. Est-ce que Veston s'engage sur la voie de l'affichage de l'impact environnemental aux produits, tel que défini par l'ADEME en application du référentiel sectoriel textile chaussant? Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec l'ADEME. En fait, aujourd'hui, on s'est engagé avec l'ADEME sur pas mal de sujets et celui-là en fait partie. D'accord. Ok. Il y a Florence, du coup, de Ikea, qui demande si vous revendez les chaussures en seconde vie avec une marge. Oui. Alors, les minimes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'est pas sur 20% de marge. Elle est minime, mais en fait, on part du principe qu'il y a cette notion de remise en état, mais c'est minime. D'accord. Et là, une question de Amel. Faites-vous des dons aux ressourceries? Non. Alors, on fait des dons, on peut faire des dons, on peut être sollicité par des associations pour lesquelles on fait des dons. Aujourd'hui, on le fait, et ça par contre, j'ai pas les chiffres. Ça, au pire, je peux collecter les chiffres, Colline, si vous voulez les communiquer après. Mais aujourd'hui, on travaille avec des associations où on peut être sollicité et pour lesquelles on fait des dons. On a fait des dons pour l'Ukraine. On a fait, voilà, on a un vrai, enfin, on essaie de participer sur ces parties-là aussi. Oui. J'imagine que comme justement ce sont plus ou moins des indépendants, ils ont aussi leurs actions en local. Oui. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut travailler en local avec des associations propres. Oui, d'accord. Très bien. Vous pouvez poser vos questions aussi directement à l'oral, hein. Mais je continue. Donc, Stéphane Marthe qui demande si vous avez exploré la possibilité de réparer les chaussures abîmées. C'est compliqué. Alors aujourd'hui, les chaussures abîmées, en fait, c'est le problème de la fin de vie du produit encore qui est un sujet. Donc aujourd'hui, quand on a un produit, par exemple, qui aura un défaut en arrivant au magasin, on va le faire réparer par le cordonnier avec lequel on travaille en local pour arriver à vendre ce produit. Mais un produit qui aurait déjà été porté, c'est un service qu'on propose à nos clientes. Une cliente qui vient et qui dit moi ce produit je veux le garder, on va rendre ce service à la cliente et on travaille avec des cordonniers en local pour lui faire retravailler, pour réparer son produit. Mais on n'ira pas dire reprends le produit, on ne fait pas travailler par un cordonnier et on le revend, ça c'est trop compliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Mais par contre, aujourd'hui, on propose à nos clients qui à la paire de bottes, je parle des paires de bottes parce que c'est effectivement quelque chose qui est plus coûteux qu'autre chose, mais qui a la paire de bottes de ses rêves et qui veut le même produit qu'on n'a plus en magasin. Et on va lui proposer de faire reprendre et retravailler son produit par un cordonnier. Donc de prolonger sa durée de vie, Oui, mais tout à fait. sans la revendre à quelqu'un d'autre, quoi. Tout à fait. Ok. Et j'ai une remarque de Amel qui dit malheureusement l'envoi à l'international n'est pas toujours la meilleure solution. Ils finissent la plupart du temps dans la mer, tout comme le textile. Ok. Peut-être si vous voulez commenter, Amel, si vous avez des détails à nous donner là-dessus. Moi, En tout cas, moi, chez Sephora, je rejoins assez Amel là-dessus sur le fait que l'envoi effectivement à l'international n'est pas la meilleure solution. On sait très bien que ces pays, malheureusement, sont plutôt les poubelles de l'Europe pour beaucoup de marchandises, entre guillemets. Donc, effectivement, sous couvert
Alors après, je ne dis pas que c'est cas de Besson, hein, peut-être que c'est très suivi, très sourcé, etc. Mais c'est vrai que si ça n'est pas le cas, souvent ça atterrit là-bas et je pense qu'ils doivent crouler sous nos vieux vêtements, nos vieilles chaussures, enfin voilà, tout ce qu'on ne veut pas voir chez nous et tout ce dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Mais une fois encore, peut-être que chez Besson, vous tracez ça de façon bien plus durable que ça n'est fait en général dans le textile. Après, de mon côté, moi, j'avais rencontré les gens du relais et j'avais été voir leur manière de fonctionner. Et bon, il y avait quand même un tri qui était fait, on va dire, intelligemment. C'est-à-dire, en tout cas, sur la partie vêtements. Ce qu'ils envoyaient, ils n'envoyaient pas n'importe quoi non plus en Afrique, quoi. C'était beaucoup des produits pour les bébés, donc des bodys, des choses comme ça, et des produits d'été, quoi. Des choses légères, adaptées aussi. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Enfin, voilà, Il y avait une forme de cohérence, mais du coup, ouais. Mais tant mieux, en tout cas. Et leur problématique, c'était aussi un petit peu que, en fait, dans les friperies solidaires qu'ils avaient en France, ils ne pouvaient pas tout revendre parce que il y a aussi une sélection qui est faite de la part des Français. Donc, voilà. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est bien là le problème, notre société de consommation et l'éducation des gens. Il faut savoir que le relais, c'est quand même à la base rattaché à Emmaüs. Ils se sont développés à la base parce que Emmaüs recevait tellement de dons de tout, et notamment de vêtements, qu'en fait, ils n'étaient pas en capacité de faire le tri. Donc, c'est une entreprise de réinsertion et qui est un peu le trieur de Emmaüs, en fait. Voilà, donc il y a aussi pas mal de choses qui partent chez Emmaüs. Oui, oui, bien sûr. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cécile? Des remarques, des propositions? Non, on est bon? Bon, je pense que c'était... Oui. Moi, juste une remarque, mais pas sur ce qui a été présenté, qui est hyper intéressant aussi, comme IKEA. C'est juste savoir si on peut avoir les contacts les uns des autres, justement, pour échanger sur ce type de projet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je trouve ça intéressant de pouvoir brainstormer là-dessus, puisqu'on est quand même tous concernés. Et voilà, savoir si on a le droit, si on a l'autorisation ou pas. Alors, de mon côté, moi, la présentation est enregistrée, donc je vais vous la diffuser avec les slides et je vous intégrerai du coup les contacts de Cécile et Florence. Et puis après, par contre, si d'autres sont intéressés pour créer un groupe de travail, n'hésitez pas à me faire signe et puis je ferai en sorte de vous mettre en contact. Voilà. Ok, super. Pas la liste de tous les participants. D'accord, oui, je comprends. Mais au moins, alors, les deux présentatrices, et ensuite qu'on puisse voir si des groupes de travail il y a, qu'on puisse vous recontacter. Ça marche. Merci. Bon, si on est bon, on va se quitter là-dessus. Merci Cécile, c'était très intéressant. Et puis, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à faire signe au collectif si vous voulez voir d'autres sujets ou si vous avez d'autres idées. Là, sur les prochains ateliers, donc la semaine prochaine, on en a un sur la communication autour des labels. Un autre sur les enjeux de l'intégration des femmes dans les filières masculines, le 12 avril. Donc, celui dont je parlais sur la communication, c'était le 11 avril. Le 12 avril sur l'intégration des femmes. Le 25 avril, on en a un sur les aides que propose la BPI France pour les commerçants.
Donc, quand vous êtes une enseigne avec des commerces indépendants, ou voilà, n'hésitez pas à leur faire tourner l'info, ou à vos directeurs régionaux, voilà, n'hésitez pas à leur faire passer le lien de ce rendez-vous-là, parce que ça peut vous aider. Enfin, ça peut aider en fait vos magasins qui cherchent à aller vers une transition énergétique écologique. Ils peuvent obtenir des aides avec la BPI pour aller dans ces sujets-là. Donc voilà. Et pour info, on avait un Green Day qui était prévu à la FNAC, donc autour de la réparation et aussi un peu de l'économie circulaire, et qui a été reporté pour cause de grève. Donc, on l'a reporté au 15 juin. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour cette date-là. Et donc là, ce sera en physique. On ira voir les ateliers de réparation de la FNAC. Et celui qui devait avoir lieu à Angers n'a pas de date de report pour l'instant? On est en discussion, on devrait le reporter, je pense, sur le deuxième semestre. Ah, d'accord. Ok, Ouais. super. Parfait. Merci. Très bien. Bah, merci à vous tous. Et puis, Merci. bonne fin de journée. Merci. Au revoir, Merci. bonne journée. Salut Colline. Merci, au revoir. Au revoir.